Donc, on nous a donné le mandat de clore le congrès en vous apportant un peu de réalité terrain. Parce que là, on est pas mal une gang de chercheurs qui se jasent entre nous avec nos étudiants. Puis là, qu'est-ce que ça donne sur la réalité terrain? Et bien sûr, on a un beau plan d'agriculture durable, 5 objectifs, 8 cibles à atteindre, mais en pratique. Qu'est-ce que ça donne? Puis c'est pour ça qu'on s'est dit, on va donner la parole à un agriculteur et qui va nous jaser de ses pratiques. Et on a essayé de diviser ça par axe. Mais là, le problème, c'est que des pratiques, ça joint ou ça atteint vraiment tout le temps plusieurs axes. Donc, vous allez voir, c'est quand même une présentation qui est intégrée, même si on a tenté de diviser ça en plusieurs axes. Alors, je donne déjà la parole à Mathieu, qui va nous présenter un peu sa ferme. Bien, bonjour à tous. Premièrement, j'aimerais remercier le comité organisateur d'avoir pensé à moi pour cette présentation. C'est un événement que j'apprécie beaucoup, le congrès du RQRAD. Comme Jean le disait, j'avais fait une présentation à la première mouture, je crois, pendant la COVID. Depuis ce temps-là, j'essaie d'y assister tous les ans. Je trouve que c'est un bel événement qui permet de réunir la première, la deuxième, troisième ligne. Puis c'est toujours motivant de voir du monde en mode solution, hein, surtout dans le contexte social dans lequel on vit présentement, avec notre bonhomme orange, là. Donc, une petite présentation de la ferme chez nous. Donc, ferme de grande culture biologique depuis, établie en 1977. À l'époque, rotation maïs sur maïs. Le soya est arrivé au milieu des années 80. Des grosses lacunes là, à cette époque-là au niveau de la santé des sols chez nous. Baisse de rendement marquée. La rentabilité n'était pas trop au rendez-vous. Pour la deuxième génération, quand mon père et mes oncles sont arrivés, ils ont introduit l'aspect conservation des sols sur la ferme avec la culture sur billon permanent en 93. Ils ont introduit aussi la transformation à la ferme en 95 avec un projet de production d'huile de tournesol oléique. Finalement, ce projet-là a mené à la transition bio en 97 là, qui s'est fait progressivement jusqu'en 2002. On cultive 615 hectares de blé, maïs, soya. Puis, on fait aussi de la transformation à la ferme. Maintenant, on a un moulin sur cylindre. On produit de la farine blanche non blanchie pour les marchés du Grand Montréal et du nord-est des États-Unis. Donc, on m'a donné un petit peu comme mandat de présenter un peu nos techniques puis de prendre les 4 axes de recherche du RQRAD, d'expliquer un peu notre cheminement, puis les applications à la ferme qui sont liées à ces axes-là. Donc, premièrement, pour l'axe 1, c'est les alternatives aux pesticides de synthèse. Bon, à l'époque où on a commencé à faire de la culture sur billon permanent, les intentions, en fait, de mon père et mes oncles à cette époque-là, c'était surtout la réduction des coûts d'intrants. Donc, on voulait faire de la culture sur billon, faire de l'arrosage en bande d'herbicides pour réduire les coûts d'herbicides, là. C'était d'à peu près, je dirais, un 60 à 70% à l'époque. Puis on venait compléter le désherbage de l'entre-rang avec du désherbage mécanique. À l'époque, les cultures Roundup Ready ont fait leur apparition. Ça a un peu sonné la fin du billon puis de l'arrosage en bande puisque les coûts de désherbage ont chuté dramatiquement avec ces nouvelles technologies-là. Eux sont allés dans une autre direction complètement, donc sont allés vers la transition bio. Qui a été, comme je disais, un peu véhiculé là, par le projet de transformation à la ferme qui avait démarré. Donc, ça, c'est un peu les techniques qu'on utilise là, sur la ferme en termes de désherbage mécanique. Là. Aujourd'hui, on a une régie de travail de sol qui est sans labour. On fait un contrôle très serré des mauvaises herbes, puis on utilise des technologies de pointe en désherbage mécanique. Puis, on fait aussi de la culture en bande alternée, que je vais expliquer un petit peu plus tard, pour réduire la pression des insectes et des maladies là, dans nos cultures. Donc, ça, c'est un type d'équipement qu'on utilise encore. Donc, on est des rares producteurs qui utilisent encore des sarcleurs lourds qui nous permettent de gérer des quantités importantes de résidus. Donc, de l'équipement qui date quand même du milieu des années 90, qu'on maintient de peine de misère en ordre là, mécaniquement. Puis qui nous permettent d'avoir d'excellents résultats.
Pour ce qui est du maïs, on y va plus avec une régie de travail de sol qui est un petit peu plus conventionnelle, des équipements un petit peu plus récents là, qui sont adaptés à nos besoins. Donc, les bandes alternées, c'est un système qu'on utilise. C'est des bandes de 18 à 36 mètres là, où on retrouve une rotation complète à l'intérieur d'un même champ. Donc, maïs, soya, blé et une année de jachère. L'intention derrière ça, c'est de prévenir les infestations d'insectes nuisibles. Donc, essayer d'amener de la biodiversité au champ pour synchroniser les populations d'insectes prédateurs avec les populations d'insectes nuisibles. Puis à ça, on intègre les haies brise-vent qui ramènent des oiseaux et des prédateurs au centre du champ, sauf chose qu'on avait de la difficulté à faire avec des champs quand même de 2 km et plus de long. Là. Fait que je vais céder la parole à Caroline. Merci. Donc, mon rôle est d'apporter certaines statistiques ou constats scientifiques ou parfois réflexions personnelles plus ou moins pertinentes, vous pourrez en juger, pour chacun des axes qui sont en lien avec les pratiques utilisées sur la ferme de Matt. Donc, je voulais vous présenter un peu les statistiques de le désherbage mécanique que Matt nous a montré et qu'il utilise sur cette ferme. Est-ce que c'est vraiment utilisé ou on vous a apporté comme un des meilleurs qui qui existe au Québec. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un rapport vraiment intéressant qui vient de publier là, en 2024, fait en collaboration MAPAC-UPA sur un peu les statistiques d'une centaine de pratiques agro-environnementales. C'est un sondage auprès de plus de 3000 agriculteurs et agricultrices au Québec. Donc, si vous travaillez sur une pratique, vous pouvez aller voir c'est quoi les superficies qui sont utilisées, dans laquelle la pratique est utilisée, le nombre de répondants, et c'est aussi classé par région et par système de culture, donc horticole ou grande culture ou autre. Donc, en termes de, on voit ici le désherbage physique et mécanique, c'est quand même 21% des répondants qui dit utiliser la pratique, et ça équivaut cependant juste à 9% des superficies agricoles au Québec. Il y a bien sûr du désherbage manuel qui n'est pas vraiment utilisé, je pense, sur ta ferme. Non, on parle de plusieurs. Le moins possible. Oui, c'est ça. Quoique je suis sûre qu'on partage. Nos parents, en fait, sont amis. Fun fact. J'ai grandi aussi sur une ferme de grande culture biologique et je suis sûre qu'une partie de ta jeunesse était de ramasser quelques mauvaises herbes. Oui, la butilon, entre autres. Oui, la butilon. On partage une haine pour le butilon. C'est ça le bio, hein? Ça forme la jeunesse. Donc, c'est ça. Il y a aussi les cultures de couverture intercalaires qui sont utilisées par 12% des répondants. Donc, c'est des cultures de couverture qui sont utilisées dans les entrerangs. Je vais vous montrer 3 autres cas de figure de gestion des mauvaises herbes sans herbicides, des gestions qui sont un peu différentes sur la ferme de Matt, mais des systèmes tout aussi innovants par des producteurs bio ou conventionnels, là, vous verrez. On a l'exemple du striptil ici. Là, je ne sais pas si je prends un pointeur, est-ce que vous voyez mon... Non, hein? Bon, c'est pas grave. Donc, c'est un système où, dans les entrerangs, donc vous voyez la végétation, c'est les entrerangs, on met une culture de couverture intercalaire. Et il y a un travail de sol qui est fait, mais juste en bande, donc un strip-till, et ça permet de réduire justement le travail de sol. Et les couverts végétaux sur cette ferme-là sont pas détruits avec des herbicides, ils sont détruits avec un équipement qui est en bas à gauche, qui s'appelle un roll and stem, qui fait juste comme effoirer les couverts et pas mal les maganer. Et donc, c'est ça. Donc, c'est comme une alternative qui a été développée. Une autre aussi qui est assez géniale, c'est l'utilisation d'un rouleau crépeur, mais vraiment adopté. Ça, c'est une technique, dans le fond, qui a été développée au Brésil. Dans le fond, c'est des lames mécaniques sur des rouleaux. Puis ça permet vraiment de crêper la plante, dont des couverts végétaux, et ça permet de faire un paillis de culture de couverture. Donc, développé au Brésil, ensuite ramené aux États-Unis à l'Institut Rodale, ensuite une gang d'agriculteurs, dont ton oncle, a patenté un rouleau. Le plus premier rouleau au Canada, c'est ton oncle Thomas qui l'a patenté dans votre garage, j'imagine. Ouais. Puis c'est ça qui est adapté, mais ici, on a Michel, qui est dans le centre du Québec, une ferme bio de grande culture, qui lui a même changé le rouleau pour permettre de le passer juste dans les entrerangs. Fait que ce qu'il fait, c'est du semi-direct. Là, je veux pas être trop technique parce que c'est peut-être pas tout le monde qui va suivre, mais du semi-direct de soya. On voit en haut à droite là, de la figure du soya qui a été semé dans un seigle d'automne qui est encore en place. Puis, un peu plus tard, quand le seigle est au stade anthèse, il utilise ce rouleau-là pour tuer les couverts sans utiliser d'herbicide.
dernier cas de figure, on a aussi une ferme en Montérégie qui a certains champs conventionnels, certains bio, qui, lui, a décidé pour gérer les mauvaises herbes dans ses entrerangs, de faire comme une tondeuse. Fait que c'est en dessous de chacune des unités qu'on voit, c'est comme une tondeuse à fléau, là, un peu comme votre tondeuse à gazon. Puis, il passe dans ses entrerangs, puis ça permet de réduire sa quantité d'herbicides dans ses champs conventionnels, entre autres. Je voulais mettre en lumière un projet qui avait été fait, qui a été publié en 2021, fait par Anne Lévesque, je pense pas qu'il est ici, hein, en tout cas je l'ai pas vu, non, qui est maintenant à Ottawa à Agriculture Agroalimentaire Canada, mais qui a fait une étude, une enquête lors de son doctorat à l'UQO, dans l'équipe de Jérôme Duprat, où elle a demandé au public, en fait, êtes-vous prêt à soutenir certaines pratiques agricoles, agro-environnementales, puis combien seriez-vous prêt à payer de votre poche? Puis, ils ont proposé 5 pratiques. Réduction de la dépendance aux pesticides, bande riveraine, conservation des sols, pratique de conservation des sols, plantation d'arbres et restauration des milieux humides. Puis, en fait, le public était en fait 10 fois plus enclin à payer pour des scénarios de réduction de pesticides que ceux qui permettaient de protéger la qualité de l'eau, dont entre autres, l'utilisation de bandes riveraines. Et il était même prêt à payer là, jusqu'à 25 $ par année dans une modalité qui était plus un paiement une année au lieu de sur 3 ans. En tout cas, il y a plein de détails dans son étude, mais je vous suggère d'aller lire, c'est super intéressant. Puis ça fait le lien, entre autres, à quand on veut réduire la quantité d'herbicides, souvent, ça mène à utiliser plus de travail de sol. Et ça peut avoir un impact sur la santé des sols, d'où le lien vers l'axe 2. Et je te passe la parole, Matt. Oui, donc au niveau de l'axe 2, certaines techniques, certaines choses qu'on met en place sur la ferme pour la conservation et la restauration des sols. J'ai fait une petite liste non exhaustive, là. La culture sur billon dont je vous parlais précédemment. On a fait l'introduction des céréales d'automne de façon un peu tardive par rapport à la majorité des producteurs de grandes cultures bio pour la simple et bonne raison qu'on fait la transformation des céréales sur la ferme. Puis trouver de la génétique qui était adaptée là, au niveau de la qualité boulangère, ça a été un challenge important pour nous. Finalement, après quelques années de recherche et développement, on a réussi à trouver des cultivars qui étaient très, très bien adaptés à nos besoins. Ça fait maintenant 2 ans là, qu'on fait plus de 50% de nos surfaces de céréales en blé d'automne. On fait aussi un peu d'agroforesterie avec les haies brise-vent. Bien évidemment, le choix de nos équipements, c'est quelque chose de super important pour nous aussi, de réduire la taille des équipements agricoles. On voit une tendance qui est vraiment là, à l'accroissement là, de la taille des équipements agricoles présentement, au détriment là, de la compaction des sols. Je vous donne un exemple, la batteuse que vous voyez à l'écran. La grande majorité des fermes de notre gabarit présentement font l'acquisition d'équipements beaucoup plus gros que ça. Nous, on a pris la décision de conserver nos équipements un peu plus âgés, puis de faire l'acquisition d'une deuxième batteuse, dans le fond, d'un plus petit gabarit. C'est sûr qu'au niveau de la main-d'œuvre, il y a certainement des défis à ce niveau-là, mais étant donné qu'on cultive des sols très argileux, on se doit là, de faire très attention au niveau de la compaction des sols. On fait un suivi serré des conditions de sol aussi, bien évidemment, avant de faire les opérations au champ. On s'est lancé aussi dans la certification bio-régénérative là, depuis 2022. Donc, une certification qui vient un peu pallier aux lacunes de la certification biologique en termes de santé des sols en apportant des indicateurs là, vraiment quantitatifs là, de santé des sols, puis un cahier de charge autour de ça. Donc, la culture sur billon, telle qu'on l'a fait aujourd'hui sur la ferme, on fait bien évidemment plus d'arrosage d'herbicides en bande. On a adapté cette technique-là pour faire la construction d'un billon lors du désherbage mécanique dans le maïs-grain. On utilise les GPS RTK, ça rend la tâche beaucoup plus facile. Ça amène un travail minimum du sol lors du semis, un séchage plus rapide au printemps, une meilleure structure de sol. Puis aussi beaucoup d'économies en termes de coûts d'opération. Donc, le labo, c'est une opération qui est très coûteuse. Avec la technique de billon, on n'a pas besoin de labo ni de préparation du sol à faire au printemps.
C'est un équipement qui est monté sur le planteur, donc c'est vraiment une opération. Et besoin de moins de puissance moteur aussi, là, donc des tracteurs qui sont de plus petits gabarits, là. Ce qui est très intéressant au niveau de la compaction. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 100-150 $ d'économie de coût d'opération à l'hectare là, par rapport à une régie de travail de sol un peu plus conventionnelle. Puis on a expérimenté aussi au fil des ans le semis de maïs sur couvert de pois fourragers qui ont été introduits suite à la céréale l'année précédente. Donc ça nous permet d'avoir vraiment des sols couverts tout l'hiver. Ah oui, puis les défis au niveau de la culture sur billon, l'opérateur aussi, maintenir le planteur sur le billon, c'est quand même un défi. C'est assez technique, là, l'ajustement de l'équipement est quand même assez technique. Puis ça prend un équipement spécialisé qui est plus vraiment commercialement disponible aujourd'hui. Donc des équipements qui sont adaptés, des équipements qui sont plus âgés. Peut-être que les équipementiers, avec la ressurgescence un peu de la culture sur billon, vont pouvoir nous proposer des équipements pour ça. Mais pour l'instant, c'est assez peu commun. Donc ici, j'ai une vidéo là, du semis de soya sur billon de maïs. Donc, on peut voir que c'est vraiment une seule opération, mon Dieu. Donc, on voit les décapeurs en avant là, qui viennent décaper le dessus du billon. Puis en arrière, c'est des unités de semis très standards là, qui viennent semer la culture de soya là, directement en arrière. Oups. Au niveau de la destruction des couverts végétaux, c'est toujours un défi là, au niveau de la production biologique. C'est d'intégrer des cultures pérennes comme culture de couverture, mais de diminuer la survie à l'hiver puis être capable de gérer les résidus au printemps, c'est toujours un défi. Généralement, là, l'approche qui est adoptée par les producteurs biologiques, c'est le labo. Et par les producteurs conventionnels, c'est l'utilisation d'herbicides. Nous, on se situe un peu entre les deux. On a développé un équipement qu'on appelle communément le scalpeur, là, qui est vraiment un travail peu profond, 2 à 2 pouces et demi. Puis l'objectif de ce travail-là, c'est vraiment de couper la racine sous le point de croissance de la plante pour assurer la mort du plant par le gel. Puis on arrive à avoir à peu près un 70 à 80% d'efficacité là, au niveau de la destruction des couverts. Ça les rend plus faciles à gérer au printemps. Les cultures de couverture, je pense que c'est assez généralisé dans le paysage bio au Québec. On travaille à optimiser l'azote disponible pour la culture suivante. On fait des essais au niveau de la gestion des couverts en post-récolte des céréales. Donc, le timing des fauches pour augmenter l'azote disponible l'année suivante. On a un projet avec le Club Bioaction là, avec différents traitements là, au niveau du roulage, du trèfle, timing des fauches, semis de pois fourragés, semi-direct. On essaie de voir quelle est la technique qui nous apporte le plus haut taux d'azote disponible pour le maïs l'année suivante. Les haies brise-vent. Je m'étais pris une couple de notes là. On a 12 km de haies brise-vent sur la ferme. On a commencé à introduire les haies brise-vent à la première mouture de Prime Vert au début des années 2000. Au départ, l'idée était un peu vendue comme une façon de diversifier les revenus de la ferme. Donc, on avait semé des essences nobles pour le bois d'œuvre. Puis, ça rendait aussi des services écosystémiques là, en termes de connectivité entre les milieux naturels et tout ça. Aujourd'hui, on a une réglementation municipale qui nous empêche un peu de capitaliser sur cette ressource-là. Donc, on n'a plus le droit de couper les arbres sur la ferme. Mais au fil des ans, on a réalisé que il y a des services opérationnels aussi que l'agroforesterie nous rend. Entre autres, au niveau de la réduction de l'érosion éolienne et hydrique, l'amélioration de la survie à l'hiver du blé d'automne, ça c'est quand même assez déterminant. Puis la réduction des fréquences puis de la sévérité des infestations en amenant une biodiversité au champ là, qu'on n'avait pas avant.
Les défis des haies brise-vent sur la ferme, bon, l'entretien est quand même assez coûteux. Ça implique de tailler puis de faucher au pied des arbres là, de façon annuelle. Puis, il faut aussi être conscient là, qu'il faut faire de la prévention au niveau des systèmes de drainage. Ça peut être problématique. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est surtout quand les haies brise-vent commencent à avoir le gabarit là, qu'ils ont sur la photo, là, c'est de passer la draineuse chaque côté, là, une fois tous les 5 ans au moins, là, pour essayer de limiter la colonisation des racines là, dans le système de drainage. Puis, il faut être conscient aussi qu'il y a une perte de rendement là, aux abords, là, surtout en période de sécheresse. Donc, c'est important de considérer ça. Somme toute, je pense que le bilan est positif, là, mais il faut quand même y penser. Caroline? Donc, dans notre équipe de recherche, on s'intéresse surtout à la santé des sols, mais entre autres, particulièrement dans les systèmes de grande culture biologique. C'est sûr qu'il y a peu de données dans ces systèmes-là. Je vois que Vincent aussi travaille là-dessus, Vincent Poirier à l'UQAT aussi. Je vais mettre en lumière un peu les travaux qui avaient été faits par Joanie. Oui, Joanie, si tu veux lever la main. Dans un essai qui est géré par Julianne Wilkinson, qui est peut-être encore parmi nous. Oui, elle est là. Salut, Juliane. Ah, au fond, oui, là-bas. Super. 17 tables, dans le fond, qui ont établi un essai qui se veut long terme, là, qu'on essaye de maintenir, où on compare 15 itinéraires agronomiques en grande culture biologique qui varient en termes de la culture qui est implantée. Donc, on va laisser ici aérien là, les 5 blocs. Là, il y a un bloc d'essai parmi ces blocs-là. Donc, différentes cultures en place, mais aussi différentes fertilisations organiques, bien sûr, vu que c'est en biologique, différentes utilisations de couverts végétaux, de cultures de couverture, et aussi différentes intensités et fréquences de travail de sol. Puis, c'est ça, lors de sa maîtrise, Joanie avait démontré que, dans un article qui est publié, si ça vous intéresse, que dans certains traitements où il y avait de la réduction de travail de sol, combiné à l'utilisation de cultures de couverture, ben, ça pouvait te permettre de réduire de 40 à 70% les émissions de N2O dans ces systèmes-là. Donc, ce qu'il faut retenir un peu de ça, c'est que tout système, ben, quand on dit agriculture bio, il y a comme une gamme, tout comme quand on dit agriculture conventionnelle, il y a une grosse gamme de paniers d'ensemble ou de pratiques et qu'il faut toujours creuser. Mais je pense que ce qui vous intéresse vraiment, c'est de savoir la santé des sols chez Mathieu, ça ressemble à quoi? Puis là, on a des données de chez vous que je vais garder anonyme parmi tous nos autres champs. Donc, on a fait un projet de 3 ans où on est allé chez Mathieu, mais aussi sur 9 autres fermes au Québec. C'est le projet de doctorat de notre étudiante Stéphanie Lavergne, qui est maintenant professeure à l'UQAT en grande culture biologique. Donc, 90 champs sur 3 ans. On a vraiment sélectionné des champs qui étaient certifiés bio depuis au moins 10 ans. Donc, on voulait pas des champs qui étaient encore en transition, là. On voulait des champs qui capitalisaient beaucoup sur la matière organique du sol comme un peu comme source de fertilité première, bien sûr, et aussi des systèmes qui n'avaient pas de plantes fourragères dans leur rotation. Donc, on est dans des systèmes de grande culture bio, mais intensifs, tout comme Mathieu, qui n'a plus de plantes fourragères dans sa rotation. On pourra y revenir. Et dans ces ça, on s'est intéressé un peu à tout ça. On voit ici ton oncle qui aidait mon équipe à échantillonner des vers de terre. Et pour chacun des champs, en fait, on s'est intéressé aussi à prendre des échantillons hors du champ, un peu comme des benchmarks là, ou des sites de référence. Ici, on voit comme les 4 points qui sont vraiment dans l'espèce de bande riveraine où il y avait des arbres, là, quelques arbustes, pour un peu comparer la santé des sols avec différents indicateurs et les populations de vers de terre dans le champ cultivé, mais aussi dans ces sites-là de référence. On n'est pas allé dans les forêts, c'était tout le temps comme des abords de champs. Aussi, une majorité des champs en grande culture biologique ont des bandes tampons entre le champ conventionnel, donc c'était facile de trouver des zones enherbées qui n'étaient pas en culture. Donc, bien sûr, comme vous pouvez vous y attendre, la santé des sols, malheureusement, est moindre dans tes champs, Mathieu, que tes abords de champs, mais c'est rien de nouveau. Ça confirme un peu ce qu'on voit dans la littérature scientifique. Ce qui nous a un peu épaté, c'est que toi, je pense, pas pour te mettre dans l'eau chaude, mais vous êtes certifié depuis plus de 20 ans. Ça fait 28 ans. Oui, fait que vous seriez ici, dans la colonne ici. Fait qu'ici, dans le fond, on s'est intéressé aux vers de terre. On a identifié
plusieurs centaines d'individus ont été mes étudiants. Moi, j'ai identifié 0 vers de terre, bien sûr. Et on les a classifiés en 3 groupes. Donc, c'est ça. Fait qu'il y avait quand même un bénéfice du nombre d'années de certification bio. Donc, le champ était certifié depuis combien d'années? Et il y avait une plus grande abondance de vers de terre dans les champs qui étaient certifiés depuis plus de 20 ans, comparativement au groupe de moins de 10 ans et 10 à 20 ans. On voulait des champs qui étaient juste certifiés de plus de 10 ans, mais on se retrouvait avec des champs qui étaient certifiés depuis moins de 10 ans parce que les certifications, c'est pas... on ne certifie pas comme une ferme du jour au lendemain. D'habitude, c'est graduel sur une ferme de champ à champ ou groupe de champ à groupe de champ. Ce qui nous a un peu étonnés, en fait, c'est qu'on a regardé l'impact du travail de sol sur l'abondance de vers de terre, puis on s'attendait à ce qu'on trouve dans la littérature scientifique qui est plus on fait de travail de sol, plus c'est dommageable pour les populations de vers de terre dans des champs agricoles. On a trouvé en fait l'effet inverse. Ça nous a bien sûr bien surpris, mais ce qu'on retient entre autres, on retient que vous pouvez aller lire l'article de Stéphanie qui vient de paraître en janvier le mois dernier dans Agriculture, Ecosystem and Environment. Mais parmi les pistes d'interprétation, c'est sûr que c'est des systèmes où il y a une abondance de carbone qui est amenée par des fumures organiques, donc soit lisier ou fumier, beaucoup de cultures de couverture. Fait que c'est des champs qui ont quand même une communauté, une microfaune, une microflore qui est quand même, et macrofaune, dont des vers de terre, qui est quand même différente. Fait qu'on voit dans le fond des processus qui sont un peu différents dans ces champs-là. C'est un peu notre hypothèse. Et entre autres, dans... c'est sûr, là, je n'irai peut-être pas dans tous les détails, mais dans ces champs-là, c'est surtout des vers de terre endogés qui, eux, sont moins sensibles au travail de sol et qui aiment bien quand on enfouit, par exemple, les cultures de couverture en profondeur et leur nourriture, parce que eux, ça les atteint pas vraiment. Je résume, là, vous irez le voir l'article. Là, je veux bien sûr pas finir l'axe 2 sans parler de plantes fourragères. Je pense que Jean Caron a fait une excellente proclamation pour le retour de la luzerne dans nos rotations. Puis je voulais juste mettre en lumière un peu les travaux de Mélanie Gauthier, une étudiante au doctorat avec nous, qui a regardé l'effet de différents systèmes de culture sur 215 champs au Québec. Donc, on travaille avec la base de données d'un laboratoire commercial d'analyse de sol qui est AgroEnviroLab. On n'a pas nous-mêmes échantillonné 215 champs, où on voit vraiment l'effet bénéfique de l'utilisation de fourrage comparativement à d'autres systèmes culturaux sur, là, c'est une quinzaine d'indicateurs. Nous, on est juste, je vous présente juste aujourd'hui la matière organique, mais c'est ça, on a quand même plusieurs indicateurs chimiques, biologiques et physiques. Puis, on est allé creuser avec les données de la financière agricole pour savoir c'est quoi un peu l'historique des rotations de culture de ces champs-là. Puis, on a été capable de vraiment distinguer comme les monocultures de maïs, les rotations maïs-soya ou les rotations maïs-soya-blé, un peu comme vous faites chez vous. Voilà. Puis, dans ce projet-là, outre les données de la financière, on a bien sûr passé des questionnaires pour obtenir les pratiques agricoles en termes de travail de sol, de fertilisation à tous ces agriculteurs-là. On est allé chercher les données météo de chacun des champs et aussi on a travaillé avec des satellites. On a pris des données qui étaient disponibles pour un peu aller sortir les données de NDVI, qui est un indice de végétation, pour essayer de faire une corrélation avec les rendements ou la productivité des cultures. Et ça, c'est la seule chose qu'on fait qui utilise beaucoup de données dans mon labo. Et c'est le lien vers l'axe 3. Ouais, c'était faible, hein, je suis désolée. Mais voilà ça. Alors, Matt, sur ta ferme, utilises-tu des outils numériques? Oui, de plus en plus. Il se trouve que, sur la ferme, on expérimente avec l'agriculture de précision depuis environ une vingtaine d'années. À l'origine, c'était dans l'optique de mesurer les rendements pour avoir, validé les observations au champ, pour aider dans différents essais là, qu'on faisait à l'époque. Après est venu le besoin de précision, puis le guidage GPS là, pour le sarclage. Ça a été vraiment un game changer pour nous d'avoir un gain de précision là, au niveau du sarclage avec le guidage RTK.
Puis après, on a profité des avantages de ces systèmes-là, tant au niveau du drainage que du nivelage, les mesures de topographie. Ça nous a amené de l'autonomie aussi parce que cet équipement-là était quand même accessible là, d'un point de vue financier pour faire toutes ces opérations-là nous-mêmes. Donc, on a eu quand même un bon gain d'autonomie à ce niveau-là. On a récemment fait l'acquisition d'un planteur de précision pour faire du taux variable au semis. Et puis du semi haute vitesse aussi. Puis bon, au niveau de la gestion d'inventaire aussi, on est informatisé à ce niveau-là. Et les systèmes d'information nous aident énormément au niveau de la gestion d'inventaire. On fait de l'application, ça c'est un projet qu'on débute là, depuis un an et demi. Là. Application de fumier de volaille à taux variable là, dans nos champs. Ce que vous voyez sur la photo, c'est l'équipement qui nous permet de faire ça. Alors, les bénéfices là, des outils numériques et des données sur la ferme, ça nous donne les données pour appuyer nos observations visuelles, une meilleure optimisation des ressources comme le fumier, ça facilite la gestion d'inventaire, les déclarations à l'assurance récolte, les essais au champ, puis ça améliore la précision du désherbage. Les défis... le problème, c'est que ça nous donne une quantité de données qui est absolument astronomique. Surtout avec tous les capteurs qu'on a sur les nouveaux équipements. Puis, on manque de temps, on manque de ressources pour les analyser convenablement. Je pense que les chercheurs sont là pour ça aussi. Mais je dirais que 90% de notre diagnostic demeure par l'observation au champ, puis on utilise les données vraiment pour confirmer plus que pour faire du diagnostic. Un des défis aussi, c'est que l'équipement peut être coûteux là, dans certains cas. Donc ça, c'est l'essai là, qu'on expérimente présentement là, pour l'application de fumier à taux variable. Donc on voit que c'est un champ qui est complètement à droite. Là, on voit la carte de rendement de maïs grain avant. Là, donc pour l'année 2014, la dernière fois qu'il y avait eu du maïs dans ce champ-là. Complètement à gauche, on voit la carte de prescription, en fait, la carte de fertilisation qu'on a fait l'année précédente là, de l'implantation du maïs en 2024. Puis comme on peut voir sur la carte de rendement qui est au centre, là, on vient vraiment corriger de la variabilité qu'on a dans ces champs-là. Puis comme on peut voir là, à gauche complètement, là, la section en rouge, ça se trouve à être pratiquement une dose minime là, de fumier. Là. On parle de 0 à 2 tonnes à l'hectare. Puis en vert, on est plus autour de 6 à 7 tonnes à l'hectare. Fait qu'on finit avec une dose d'application qui est au final la même qu'on mettait avant, là, environ 3,5 tonnes à l'hectare de fumier de volaille, mais on le met à la bonne place. Là. Donc on se base vraiment sur nos cartes de rendement, qui est une donnée qui est super accessible, puis on fait nos cartes de prescription comme ça pour faire du taux variable. Avant de passer à ma section, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu connais beaucoup d'autres agriculteurs qui utilisent des adjuvants? C'est très nouveau. Mm-hmm. Il y a les fermes belles vaches qui, eux, ils font de la production laitière aussi. Donc, ils ont du lisier qui est accessible. Puis, eux ont mis un analyseur proche infrarouge sur un équipement de dragline. Donc, ils sont en mesure de faire varier la vitesse d'avancement du tracteur en fonction de la dose d'azote présente dans le fumier en temps réel. Que ça, c'est vraiment une technologie de pointe qui est garante d'avenir, je pense. Nous, on n'est pas rendu là, mais c'est quand même intéressant là, de pouvoir ajouter ce niveau de précision-là là, à des équipements comme ça. Là. Merci. Je voulais vous parler d'un outil qu'on a développé dans notre laboratoire, on étant mon étudiante Mélanie Gauthier, pour aider en fait à interpréter les données de santé des sols. Donc, encore une fois, on a travaillé avec un laboratoire commercial, AgroEnviroLab, et c'est basé un peu sur les travaux qui ont été faits à l'Université Cornell dans l'État de New York aux États-Unis, où ils ont bâti des fonctions de notation pour chaque indicateur. À quoi ça sert? C'est pour donner un score
à une valeur. Parce que si je vous disais, mettons, du carbone actif 600 ppm, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que pour un agriculteur, c'est utile comme donnée? C'est peut-être, en tout cas, eux, ils ont développé un système ici de couleurs et de scores qui permet de savoir si cette valeur-là est comparativement aux autres sols agricoles de la base de données, est-ce que c'est une valeur qui est très faible, faible, moyenne, élevée ou très élevée? Pour certains indicateurs, c'est plus la valeur est élevée, mieux c'est, comme le carbone actif, on veut en avoir le plus possible. Au centre, il y a certaines valeurs comme le pH, où l'optimal est le mieux, donc on a le meilleur score quand on a un pH neutre, alors que si on se trouve aux deux extrêmes de la courbe, c'est pas, ça donne un score qui est très faible. Et aussi, on a d'autres fonctions qui, par exemple, pour la résistance à la pénétration ou à l'enfoncement, la pénétrométrie, qui est un proxy pour la compaction des sols, qui, bien sûr, moins moins la valeur est élevée, mieux c'est. Donc, cet outil-là a été développé aux États-Unis avec leur banque de données. Et on s'est demandé si on obtiendrait, parce que là, historiquement, on l'utilisait comme leur système de score pour interpréter les sols québécois. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de monter une base de données et un outil qui est adapté au sol agricole québécois. Donc, on a eu accès à la base de données d'Agro-Envirolab, comme je l'ai mentionné, 1166 échantillons de champs qui ont été prélevés entre 2013 et 2021. Et on a monté, en fait, on est en Mélanie, bien sûr. Et on a monté les fonctions de notation pour le Québec. Je vous donne un exemple ici où une valeur de 600 ppm pour du carbone actif donnerait un score de 75% avec la base de données des sols pour le nord-est. Peut-être j'ai passé vite ici, là, mais c'est des données surtout, vu que c'est Cornell University, leur base de données, c'est surtout des données qui viennent de l'État de New York et environnant, là, donc nord-est des États-Unis. Puis, c'est ça donne un score, mettons, aux États-Unis, 600 ppm de 75, qui est élevé, alors que si on compare cette valeur-là de 600 ppm avec la courbe des sols agricoles pour le Québec, on est en fait dans une valeur moyenne avec un score de 50%. Et un autre exemple ici de ça, c'est pour obtenir un score de 50% et être dans la moyenne, toujours pour, mettons, le carbone actif. Il faut aux États-Unis une valeur de 486 ppm, alors qu'ici, il faut une valeur de 598 ppm. Donc, c'est juste pour permettre un peu, donner un outil qui est disponible d'ailleurs en ligne, gratuitement pour tous, là. Donc, si vous avez des valeurs de certains indicateurs de santé des sols qui, idéalement, sont mesurés avec la même méthodologie que la base de données, vous pouvez mettre vos valeurs, puis ça va vous sortir le score c'est ça, qui se compare avec la base de données de ce laboratoire-là commercial. Voilà, et c'est un financement par le MAPAC. Merci MAPAC pour ce financement. Et on arrive au dernier axe. À toi la parole, Marie. Oui, l'aspect socio-économique, je vais vous dire, c'est pas vraiment mon champ de compétences. On m'a dit que c'était le moment de passer des messages, là. Pour moi, il y a 4 priorités sur lesquelles il faut miser là, pour soutenir et encourager l'innovation à la ferme. Soutenir la résilience climatique et économique, je pense que c'est un point qui est très important. En tout cas, c'est un point qui nous a permis d'augmenter notre innovation à la ferme. Ça fait des années qu'on travaille sur l'autonomie de nos opérations à la ferme. L'autosemence, c'est une bonne partie de ça. C'est une façon pour nous aussi de libérer du capital pour faire des essais au champ. Puis, pendant des années, là, on n'a pas pu être assurable à l'assurance récolte en faisant de l'autosemence. Là, ça a changé avec un projet pilote. On va voir si ça continue. La transformation à la ferme aussi, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Ça a diversifié nos opérations, ça a amené de la stabilité aussi dans nos revenus. On mise aussi beaucoup sur le droit à la réparation, donc on a des équipements qui sont un petit peu plus âgés, qu'on tend à réparer et à étirer le plus longtemps qu'on peut pour être le plus autonome possible à ce niveau-là.
Puis la mise en marché collective aussi qui a été déterminante pour nous. On fait partie d'une coop de producteurs, la coop AgroBio, où on fait de la mise en marché collective des grains. Aussi, on a un réseau de distribution entre producteurs et transformateurs là, qu'on a mis en commun. Deuxième point, partager des expériences, mettre en commun des savoirs par des cohortes, par des activités de transfert de connaissances, des voyages exploratoires. On voit qu'il y a une photo ici en bas là, où on est allé là, dans le Midwest américain là, cet été pour voir le Mechanical Weed Control Field Day à l'Université Purdue. Puis où on a rencontré plusieurs producteurs du coin là, pour voir un peu leur technique. On s'est rendu compte qu'on était très avancé au Québec en termes d'agriculture durable. C'était encourageant de voir ça. Puis, au niveau de l'optimisation des opérations, c'est un point qui est très important. Pour nous, c'est de libérer du temps puis de la charge mentale pour mieux innover. Sauver du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Je pense que la charge administrative qui a quadruplé dans les 10 dernières années, la charge mentale liée au taux d'endettement des entreprises, la dépendance aux intrants, l'accessibilité de la main-d'œuvre, c'est toutes des choses qui, selon moi, ajoutent une charge mentale qui nuit vraiment à l'innovation à la ferme. Donc, c'est des points sur lesquels il faut absolument travailler là, si on veut espérer un jour évoluer un peu plus rapidement. Le dernier point qui a été vraiment déterminant pour nous, c'est la certification bio. Ça a vraiment financé notre transition écologique sur la ferme. Ça nous a poussé à nous dépasser en mettant le consommateur au cœur de nos préoccupations. Ça a aussi créé une communauté qui est tissée serrée. Là, on travaille souvent avec Caroline, puis tous les producteurs de qui elle a parlé dans ses slides, là, c'est vraiment des gens avec qui on travaille régulièrement, des gens avec qui on se réunit régulièrement. C'est une communauté qui est tissée serrée, qui est basée sur l'intelligence collective, la co-création. On s'encourage mutuellement toujours à nous dépasser. Puis je crois vraiment que c'est la certification bio qui a vraiment amené ça. Puis on a l'impression aussi que nos efforts sont reconnus à leur juste valeur de par le fait que le marché, puis les gens qui prennent la décision à l'épicerie là, de payer un petit peu plus cher pour les services écologiques qu'on rend, c'est quand même flatteur de voir ça. Donc, donc, Matt vous a parlé de la certification biologique. Je trouvais ça important de mettre un peu en contexte, justement. Je parle d'agriculture biologique, c'est combien de fermes au Québec? C'est près de 3000 fermes au Québec. Donc, 10 de nos entreprises sont certifiées biologiques. On estimerait qu'il y aurait un autre 2 qui serait en transition parce que la transition est de minimalement de 3 ans. Donc, il y en a qui seraient à leur première année, deuxième année ou troisième année en processus de pré-certification pour être certifiés dans les 3 prochaines années. La certification biologique, comment ça se passe au Canada et dans la majorité des pays dans le monde, c'est pas une certification qui est nécessairement participative ou entre les pairs. Donc, il y a des normes générales du Canada dont le gouvernement canadien est propriétaire. Il y a des équivalences qui sont négociées entre les pays et cette norme-là est obligatoirement révisée à chaque année. Et on a d'ailleurs, la flèche montre Mathieu qui siège sur ce comité-là. Moi, je siège aussi sur un comité mais beaucoup moins important. Je vais pas aux réunions à Ottawa. Donc, c'est ça. Puis au Québec, on a en plus une loi additionnelle qui protège le terme biologique, organique ou bio. Je voulais aussi vous mentionner que près de 50%, je pense que c'est 45 ou 47% des entreprises biologiques agricoles au Canada sont situées au Québec. Donc, quand on va à l'extérieur, on se dit on va aller apprendre de d'autres. Mais souvent, en tout cas, l'innovation, il en se fait beaucoup, beaucoup au Québec. On est vraiment reconnu autant en Europe que dans le reste de l'Amérique du Nord pour nos innovations. Malheureusement, il y a beaucoup de publications, mais ça, c'est un point très personnel, là. Il y a beaucoup de publications techniques qui sont juste publiées en français. Puis moi, je me rappelle, je suis allée faire mon doctorat à l'Université du Manitoba parce que je parlais du rouleau crêpeur, l'équipement. Il y avait juste une université au Canada qui avait un rouleau crêpeur. Il y avait un prof qui était assez willing de faire des essais là-dessus. Là, on retourne en 2009, là. C'était au Manitoba. Puis eux, ils se vantaient d'être les premiers à essayer ça. Puis là, j'ai comme, non,
non. Il y a des agriculteurs, il y a 10-13 ans, au Québec, qui ont fait des essais. Il y avait plein de littérature grise, mais publiée en français, malheureusement, et qui sort pas du Québec. Fait que c'est ça. Donc, on fait des efforts, nous, dans notre équipe, pour essayer de publier en anglais ce qu'on produit. Sur la ferme de Matt, il a aussi été chercher une deuxième certification. La certification biologique, mais régénérative. C'est comme un peu, ou régénératrice, là, il y a les deux termes qui sont utilisés. C'est une certification qui est quand même nouvelle, qui n'est pas reconnue par l'Office des normes générales du Canada, mais qui s'ajoute à la certification biologique et qui est basée sur 3 piliers. Santé des sols, bien-être animal, qui n'est pas nécessaire quand les entreprises n'ont pas d'animaux, comme c'est le cas de l'entreprise de Matt, et aussi sur la justice sociale et l'équité. Il y a certains niveaux, là, il y a comme le niveau bronze, argent, or, mais je voulais juste vous parler de cette certification-là qui existe. Et cette certification-là vient en fait, d'une branche de l'agriculture régénérative. Fait qu'il y aurait comme 5 familles. Puis ça, c'est un étudiant à la maîtrise de la Belgique là, qui a débroussaillé tout ça. Là, c'est génial, son mémoire. Là, vous irez lire ça. Puis, dans le fond, il y a comme la branche de grassroots de ceux qui étaient bio et qui ont vu le bio industriel et du bio arriver chez Costco et autres, puis qui ont dit non, nous, on va être plus que bio. Fait qu'ils ont fait une certification bio-régénérative, mais il y a aussi d'autres branches, dont l'agriculture de conservation des sols, dont certains producteurs, entre autres en semi-direct, là, qu'on entend. Ça, c'est la branche, c'est comme la dernière sur la liste ici, là, l'agriculture de conservation régénérative, qui n'est pas certifiée biologique. Fait que là, il y a un peu de confusion dans tous les termes, mais il y a un bon travail qui a été fait par cet étudiant qui a divisé ça en 5 familles avec, entre autres, les organisations externes qui se mêlent de tout ça, dont General Mills et Danone et les intérêts dans certaines des familles. C'est super intéressant. Et en termes de littérature scientifique, qu'est-ce qu'on en dit de l'agriculture régénérative? Ben là, on ne sait pas trop. On se demande si c'est le summum de l'agroécologie ou bien juste du greenwashing. Je vous invite à aller lire l'article. Là. Ils sont même pas branchés, eux non plus. Fait qu'on suit ça. On est un peu à la remorque de ce qui se fait sur le terrain, mais on suit ça. J'enchaînerai avec le mot de la fin. C'est ça. Je pense que Matt a entre autres démontré que il y a des belles innovations, mais qui amènent quand même beaucoup de défis à l'échelle d'une ferme et que il y a vraiment des interrelations évidentes entre les pratiques qui touchent chacune des 4 axes. Moi, j'ai beaucoup entendu parler dans les 3 derniers jours de résilience. Je pense que c'était un des messages clés du dernier axe de Matt, d'intégrer un peu plus le concept de résilience dans nos recherches, qui est un concept qui est vraiment complémentaire au concept de durabilité. Et c'est pour ça que je propose aujourd'hui un nouveau nom de réseau, le RQR, qui est agriculture durable et résiliente. On verra si Louise approuvera cette suggestion.